pour un nouveau JT. Je vous le disais ce matin, dans la matinale, on reçoit Mathilde Panot, qui est la nouvelle présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Daïk, de quoi allez-vous parler? On va parler de la situation dans les hôpitaux, un peu de nucléaire, et puis on va parler de l'abstention, parce que la France Insoumise veut capter cet électorat abstentionniste. L'invité de la matinale. Bonjour Mathilde Panot, merci d'être avec nous. Vous êtes la nouvelle présidente du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale, puisque Jean-Luc Mélenchon, qui avait le poste, se consacre à la campagne présidentielle. Vous avez 32 ans, vous êtes la plus jeune de l'histoire de la vie parlementaire comme présidente de groupe. C'est une fierté ou c'est une non-information pour vous? Ah non, c'est une fierté. C'est une fierté notamment parce que je crois que notre groupe parlementaire a été à la fois, pendant ce mandat, le premier opposant à Emmanuel Macron, le premier proposant aussi, et nous sommes aujourd'hui les plus actifs à l'Assemblée nationale, les plus cohérents en termes de vote et aussi les plus différents en termes d'appartenance Jean-Luc Mélenchon qui a partisane. 70 ans, vous qui avez 32 ans, il y a tout l'échelle générationnelle qui est chez les Insoumis. Je c'est ça crois un peu ça l'idée. comme le dit souvent Jean-Luc Mélenchon, vous en prenez pour longtemps et notre force a une pérennité qui dépassera, y compris cette élection présidentielle. On va évoquer la situation hospitalière. Alors, combien de lits sont fermés à cause d'un manque de personnel? 20% selon le Conseil scientifique, peut-être un peu moins pour le gouvernement qui va lancer une enquête, mais Olivier Véran estime que la situation est très compliquée. Si jamais vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous ferez pour rendre moins compliquée cette situation? Alors, exactement le contraire de ce que fait ce gouvernement. On a regardé sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, vous avez 14 000 lits qui ont été fermés. Donc, on estime que sur 25 ans, on a 100 000 lits qui ont été fermés. Donc, et on continue encore, puisqu'en 2020, en pleine pandémie, ils en ont fermé 5 700. Sur le quinquennat, on a enlevé 4 milliards à l'hôpital public. Donc déjà, il faut faire un moratoire sur les fermetures de lits. Quand Gabriel Attal dit hier, à l'issue du Conseil des ministres, que c'est le fruit de 40 ans de politique publique ou de 30 ans de politique publique, vous dites non, il ment. Bien sûr que si, c'est le fruit d'une politique austéritaire qui a été menée sur la santé. Bien avant Emmanuel Macron. Bien sûr. Les fermetures de lits, elles ont commencé avant Emmanuel Macron. Mais qu'ils ont continué. Quand vous avez en pleine pandémie 5 700 lits qui sont fermés, je trouve ça absolument incroyable. Mais là, on est d'accord, Madame Panot, que la fermeture des lits actuels, c'est lié au manque de personnel. Donc, se rajoute, effectivement, donc il y a les lits qui ont été fermés, et ensuite se rajoutent, pour manque de personnel, des lits qui ne sont pas opérationnels parce qu'il manque de soignants. Nous, depuis 2 ans, nous demandons à ce que le gouvernement aille voir les 180 000 soignants qui sont déjà formés, les 180 000 soignants en leur disant « Pourquoi êtes-vous partis de ce métier? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous reveniez ?» Et notamment, une réponse, une augmentation des salaires. Eh bien oui, justement, cette augmentation de salaire, quand on voit avec le Ségur, nous sommes toujours, pour par exemple les infirmiers, 18e sur les pays de l'OCDE. Nous sommes la 5e puissance la plus riche au monde. C'est absolument scandaleux. Donc il faut augmenter immédiatement. Eh bien ça, c'est des choses à négocier avec les... Est-ce qu'il faut doubler le salaire, par exemple, du personnel hospitalier? Je ne sais pas s'il faut doubler, parce qu'en fait, il faut quand même avoir 2 choses. Il faut à la fois augmenter les salaires de manière forte pour que les conditions de travail soient dignes sur cette question-là, mais il faut aussi des collègues aux gens. Il faut recruter d'urgence. Il y a les gens qu'on peut aller chercher qui ont changé de métier, qui sont déjà formés. Et ensuite, on estime que dans les EHPAD, ça c'est le rapport de ma collègue Caroline Fiat, il y a 210 000 personnes pour arrêter la maltraitance institutionnelle qu'il faut recruter. Et dans les hôpitaux, immédiatement 100 000, voire 200 000 personnes qu'il faut en plus. Donc c'est à ça qu'il faut s'atteler. Mais écoutez bien, je dis juste quelque chose. La première des choses à faire, c'est de faire un moratoire sur tous les projets de fermeture de lits. Vous croyez que c'est quelque chose comme ça? Je vous fais juste la liste très rapidement. Bichat, Beaujon à Paris, Orsay, Nancy, Nantes, Marseille, Hôpital de la Guiche, Limeil, Rouvray, Hôpital Mondor, Limoges, Nice, Lyon, Besançon, a bien Tours, écouté ce que vous dites et aller regarder exactement les chiffres qui sont prévus dans tous ces projets. On continue les fermetures de lits dans notre pays. C'est un scandale absolu et donc il faut absolument reconnaître la santé comme un commun. On va passer maintenant au nucléaire. Il y a une tribune de Jean-Luc Mélenchon hier qui est revenu un peu sur son calendrier de sortie du nucléaire. Au départ, il avait parlé de 2030. On lui avait dit que c'était un peu irréaliste. Il avait dit non, c'est une manière volontariste de poser la première pierre. Là, il reprend le scénario de Nawaz de 2045, mais il dit ceci quand même. J'avais fixé un objectif de 2030. Je ne veux pas de blocage sur les dates, mais je prends l'engagement de tout faire pour aller plus vite que le scénario 2045. Il navigue un petit peu à vue, Jean-Luc Mélenchon, j'ai l'impression, sur cette question de la date. Alors non, pas parce qu'il avait assumé effectivement de dire 2030 à un moment. Pourquoi est-ce qu'il a assumé ça? Il explique une discussion qu'il avait eue avec le directeur de Fessenheim où il lui dit dans 10 ans Fessenheim sera fermé. Le directeur le regarde et lui dit mais ça n'arrivera absolument jamais. Donc 2030, c'était l'idée d'avoir une date symboliquement proche en disant maintenant les décisions elles doivent se prendre maintenant. Elle n'était pas crédible dans la réalisation du projet. Du coup, ce qui est crédible c'est 2045, mais comme il s'est engagé, il dit il y a une course en fait
par rapport aux écologistes, à qui va annoncer une date de sortie du nucléaire le plus tôt possible? En fait, je vais vous dire même, ce que je pense vraiment sur cette question-là, c'est que la date importe peu. Pourquoi la date importe peu? C'est parce que la question, c'est nous avons un parc nucléaire qui arrive en fin de vie. La question, c'est est-ce qu'on met les milliards, 150 milliards dans le grand carénage, voilà, donc on reprotège. On rafistole un peu les centrales. On va dire que c'est plus que du rafistolage. Je pense que les ingénieurs, c'est pas du rafistolage. On pourra en discuter parce qu'il y a un problème très fort dans le nucléaire, qui est le nucléaire low cost, avec 90% en sous-traitance. Le terme rafistolage, voilà. Ou est-ce qu'on le met dans le développement des énergies renouvelables? Et cette question-là, c'est une question démocratique profonde. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le fait que ce débat arrive dans l'élection présidentielle, ce que je trouve bien dans ce débat-là, c'est que c'est un débat démocratique, la politique énergétique. Et donc, c'est un choix démocratique qui appartient aux Français. Et ça ne peut pas être un président de la République qui décide seul qu'il va nucléariser tout le territoire comme ça, alors que l'IRSN dit que petit réacteur ne veut pas dire petit risque. Ça ne peut pas être un président de la République qui décide tout seul qu'il veut lancer 6 EPR. Que si jamais vous êtes élu, vous remettrez en cause les annonces que fera Emmanuel Macron dans quelques semaines sur la construction de 6 EPR. Vous dites que c'est un débat démocratique. En démocratie, il faut essayer que les gens votent. Il y a beaucoup d'abstentions, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits même sur les listes électorales. C'est le sens de la caravane de l'Union populaire, c'est le nom du mouvement La France Insoumise, en tout cas pour la présidentielle. Vous allez à Mantes-la-Jolie ce week-end pour essayer de toucher cet électorat populaire qui ne vote plus. Alors oui, on fait des caravanes, on en a fait cet été, on recommence là, pendant ces vacances-là, et on va en faire tout au long de la campagne. Pourquoi c'est important? Il y a 13 millions de gens dans notre pays qui sont non ou mal inscrits, c'est énorme, et on retrouve qui chez ces gens qui généralement sont non inscrits et dont on retrouve les chiffres dans l'abstention aussi? On retrouve beaucoup les jeunes. Vous avez peut-être regardé les chiffres, mais les régionales, c'est 85% des jeunes qui ne votent pas. Et évidemment aussi les plus pauvres du pays, ceux qui souffrent le plus des politiques menées. Donc vous allez les voir sur place, si j'ose dire. Nous, on fait du porte-à-porte. Est-ce que vous pensez que si les conditions du succès de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'aller toucher cet électorat-là? Évidemment. Moi, je pense que si nous avons un taux de participation à 55%, comme le disent certains instituts de sondage, c'est évident que nous serons balayés. Par contre, si les quartiers populaires, si le peuple de France, dans toute sa globalité, s'empare de cette élection pour décider de son avenir commun, eh bien, je crois que oui, Jean-Luc Mélenchon peut l'emporter. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Bonne journée à vous. À vous aussi. Merci.